Je m'appelle Davis. J'ai 34 ans et j'ai bâti un empire immobilier à Boston que ma famille n'a jamais vu venir. En grandissant, mes parents ont toujours clairement montré que mon frère Aaron était l'enfant prodige. Quand ils lui ont donné 15 000 $ pour un acompte sur une maison et ont suggéré avec moquerie que je devrais essayer de louer, j'ai souri, je suis parti et j'ai pris une décision qui a tout changé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je planifiais déjà l'achat de mon premier bien immobilier. Avant de vous raconter comment mes parents ont finalement découvert mon succès, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton j'aime si votre famille a déjà sous-estimé votre potentiel. J'ai grandi dans un quartier confortable de la classe moyenne à Brooklyn, juste à l'extérieur de Boston. Notre maison n'était pas luxueuse, mais elle se trouvait dans un bon district scolaire, ce qui, nous le rappelaient mes parents, était pour notre avenir. Mon père, Robert, travaillait comme comptable dans un cabinet respecté du centre-ville, tandis que ma mère, Diane, enseignait en 2e année à l'école primaire locale. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient stables et respectés dans la communauté. Dès mes plus lointains souvenirs, il était clair que mon frère Aaron, qui a 2 ans de plus que moi, était perçu différemment. Il était le genre d'enfant qui ramenait des bulletins parfaits sans même sembler essayer. Maths, sciences, anglais, tout lui venait naturellement. En 3e année, il était déjà dans le programme pour surdoués, et les enseignants arrêtaient souvent mes parents après l'école pour s'extasier sur son potentiel. « Votre Aaron ira loin », disait-il. Pendant que je restais là, me sentant invisible, je n'étais pas un mauvais élève. Principalement des B avec quelques A et un C occasionnels. Mais dans notre maison, c'était comme si j'étais en échec. Chaque fois qu'Aaron ramenait un autre test parfait, il allait directement sur le réfrigérateur. Mes projets et mes réussites atteignaient rarement cet espace sacré. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère » est devenue la devise non officielle de la famille. Parfois, il le disait directement. D'autres fois, c'était implicite à travers des soupirs et des regards déçus. Le fait est que j'avais d'autres centres d'intérêt. Pendant qu'Aaron gagnait des concours de sciences, je montais de petites entreprises. À 9 ans, j'ai lancé un service de lavage de voitures dans le quartier. À 12 ans, j'achetais des bonbons en gros et les revendais à l'école pour un profit jusqu'à ce qu'un enseignant y mette fin. À 15 ans, je réparais et revendais des vélos trouvés dans les vide-greniers. Mes parents considéraient ces entreprises comme des distractions. Jouer à la marchande, comme l'appelait mon père. C'est mignon, Davis, mais tu dois te concentrer sur l'école si tu veux un vrai avenir, ajoutait ma mère. Généralement, tout en aidant Aaron avec ses candidatures pour des camps d'été universitaires qu'il payait avec plaisir. Le lycée n'a fait qu'élargir le fossé entre nous. Aaron était major de sa promotion, président du club de débat, et a été accepté à Princeton avec une bourse partielle. Le jour où sa lettre d'acceptation est arrivée, mes parents ont organisé une fête et invité toute la famille. Mon oncle Patrick m'a tapé dans le dos lors de cette célébration et a dit « Un sacré défi à relever, hein, Davis ?» J'ai juste hoché la tête et rempli à nouveau le bol de chips. Pendant ce temps, je travaillais à la quincaillerie locale après l'école et le week-end. J'aimais apprendre le métier, comment fonctionnaient les prix, la gestion des stocks, ce dont les clients avaient besoin. Le propriétaire du magasin, Frank, a remarqué mon intérêt et a commencé à m'enseigner les marges et les frais généraux. C'étaient des leçons qui me fascinaient bien plus que le calcul. Après le diplôme, nos chemins se sont encore plus séparés. Aaron est allé à Princeton comme prévu. J'ai suivi quelques cours de commerce au Community College tout en travaillant à plein temps. Cette décision a été accueillie avec une déception à peine voilée de la part de mes parents. Le Community College est un début, a dit ma mère, en insistant sur le dernier mot, sous-entendant que j'étais déjà en retard. Les réunions de famille sont devenues des exercices d'humiliation. Les conversations de Thanksgiving tournaient autour des réussites d'Aaron, de son stage dans un cabinet prestigieux, du professeur qui le mentorait, des relations qu'il se créait. Quand les proches se souvenaient enfin de me poser des questions, mes parents répondaient souvent avant que je ne le puisse. Davis est encore en train de chercher sa voie, disait mon père, comme si ma vie était un problème à résoudre. Il y a eu ce Noël où Aaron est rentré à la maison en 3e année et a annoncé qu'il avait été accepté dans un stage de finance très compétitif pour l'été. « C'est mon garçon », s'est exclamé papa, versant à Aaron un verre de vin supplémentaire bien qu'il soit mineur. 10 minutes plus tard, j'ai mentionné que j'avais été promu directeur adjoint à la quincaillerie. « Eh bien, » a dit maman après une pause gênante, « au moins, c'est un travail stable. » Le soir même, j'ai entendu mon père dire à mon oncle que la quincaillerie était bien pour l'instant,
mais qu'il s'inquiétait de mon manque d'ambition. J'étais dans la cuisine en train d'aider à faire la vaisselle. Il ne savait pas que je pouvais les entendre depuis le coin du mur. Il ne semble pas vouloir plus pour lui-même, a dit papa, la voix inquiète. Tout le monde n'est pas fait pour la voie académique, a répondu mon oncle avec sympathie, comme si j'avais une sorte de déficience. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que j'apprenais exactement ce que je voulais. Chaque interaction avec un client, chaque décision de prix, chaque défi de stock m'enseignait les affaires d'une manière qu'aucun manuel ne pouvait le faire. Je développais des compétences et une vision pour mon avenir, mais ce n'était pas une vision qu'il reconnaissait ou appréciait. Au moment où Aaron a obtenu son diplôme de Princeton et décroché un emploi dans une société de conseil financier à Boston, le récit était gravé dans le marbre. Il était le fils qui avait réussi. J'étais le sous-performant qui essayait encore de trouver son chemin. Aucune quantité de travail acharné ou de petites réussites ne semblait capable de changer cette perception. Malgré tout, je n'ai jamais abandonné mes rêves d'entrepreneur. J'ai continué à apprendre, à économiser et à planifier. Je savais qu'un jour je trouverais un moyen de construire quelque chose de significatif. Je ne savais tout simplement pas encore que cela viendrait de l'immobilier, ou que le plus grand mépris de ma famille deviendrait ma plus grande motivation. C'était en juin, il y a un peu plus de 10 ans, quand tout a changé. Aaron avait reçu une promotion substantielle dans sa société de conseil financier après seulement 2 ans. Et mes parents ont organisé un dîner de célébration chez Morton's Steakhouse, le genre d'endroit où ils ne m'emmèneraient jamais. J'ai failli ne pas y aller. Je savais comment se déroulaient ces célébrations familiales. Aaron sous les projecteurs, moi dans l'ombre, mais un mélange d'obligation et d'espoir m'a convaincu de venir. Le restaurant était haut de gamme avec des boiseries sombres et des nappes blanches. Le genre d'endroit où les serveurs portent des nœuds papillons et où le vin coûte plus que ce que je gagnais en une journée à la quincaillerie. Maman et papa étaient déjà arrivés quand je suis entré, tous deux vêtus de leurs plus beaux habits. Maman s'était même fait coiffer. Aaron est arrivé 10 minutes après moi dans un costume sur mesure qui coûtait probablement 2 mois de mon loyer. Le voilà, a annoncé mon père quand Aaron est entré, se levant pour lui faire une accolade. L'homme de l'heure, le contraste avec ma propre arrivée. Un rapide bonjour et un geste vers une chaise vide, ne m'a pas échappé. Nous avons commandé des boissons, et mon père a immédiatement proposé un toast à Aaron, qui nous a toujours rendus fiers. Cette promotion n'est que le début d'une carrière incroyable. Le repas s'est poursuivi avec Aaron détaillant ses nouvelles responsabilités et son salaire. J'ai essayé de montrer un intérêt sincère, posant des questions sur son travail. En vérité, une partie était intéressante. L'analyse de marché, la gestion de la clientèle, les stratégies d'investissement. C'étaient des sujets pertinents pour mes propres intérêts, bien que personne à table ne semble faire le lien. Au moment du dessert, mes parents ont échangé un regard significatif. Mon père a sorti une enveloppe de la poche de sa veste. Ta mère et moi avons réfléchi, a-t-il commencé, en faisant glisser l'enveloppe sur la table vers Aaron. Nous savons qu'avec ton nouveau poste, tu voudras t'établir correctement. Aaron a ouvert l'enveloppe et ses yeux se sont écarquillés. Vous êtes sérieux? Je ne peux pas accepter ça. Mais sa protestation était faible, son sourire déjà en train de s'élargir. Nous insistons, a dit ma mère, tendant la main pour lui serrer la sienne. 15 000 $ pour un acompte sur ta première maison. Nous économisions pour ça. J'ai failli m'étouffer avec mon café. 15 000 $, c'était plus que ce que j'avais sur tout mon compte d'épargne après des années de budget serré. Je savais que mes parents n'étaient pas riches. Cela représentait une part importante de leur pécule. C'est incroyable, a dit Aaron. Versant même une petite larme. Merci beaucoup à vous deux. Eh bien, tu ne peux pas continuer à louer cet appartement maintenant que tu es directeur associé. A dit mon père. Il est temps que tu possèdes quelque chose. Que tu te constitues un patrimoine. Je suis resté silencieux, en train de digérer cette information. Je parlais à mes parents depuis plus d'1 an de mon intérêt pour la propriété immobilière, non seulement comme lieu de vie, mais comme investissement. Ils l'avaient rejeté comme irréaliste à chaque fois. D'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé ma voie. C'est vraiment généreux. J'ai aussi commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier. J'ai économisé et fait des recherches sur les quartiers avec un bon potentiel d'appréciation. Il y eut un moment de silence avant que ma mère ne me tapote la main avec condescendance. Oh, Davis, essaie peut-être de louer un bel appartement d'abord. La propriété est une grande responsabilité.
Mon père a gloussé. L'investissement immobilier? Tu as besoin de capital pour ça, mon fils. Et d'un revenu stable. Tu as besoin d'une vraie carrière avant de penser à l'immobilier. Aaron, se sentant peut-être un peu mal à l'aise, a essayé d'adoucir le coup. C'est un marché difficile à pénétrer pour certains, a ajouté mon père. Et ils ont tous ri légèrement, comme s'ils partageaient une blague privée à mes dépens. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Pas par embarras, mais par une colère profonde et brûlante que je me permettais rarement de ressentir envers ma famille. D'accord, ai-je dit doucement. C'était juste une idée. La conversation s'est ensuite portée sur les quartiers qu'Aaron devrait envisager, combien il pouvait se permettre avec son salaire plus leurs cadeaux, et les caractéristiques qu'il devrait privilégier. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail ou mes projets d'avenir. Quand l'addition est arrivée, mon père a payé sans hésiter. Un autre contraste avec les fois où je dînais avec eux et où l'on s'attendait à ce que je contribue malgré un salaire bien inférieur au leur. Alors que nous nous dirigions vers le parking, Aaron parlait avec enthousiasme d'appeler un ami agent immobilier de l'université le lendemain. Ma mère a suggéré qu'ils aillent visiter des maisons ensemble ce week-end. Je dois y aller, ai-je dit quand nous sommes arrivés à nos voitures. Je commence tôt demain. Bien sûr, a dit ma mère, prêtant à peine attention. Nous visiterons des propriétés à Bécon samedi si tu veux te joindre à nous. J'ai souri poliment. Merci, mais j'ai des projets. Personne n'a demandé quels étaient ces projets. Eh bien, félicitations encore, Aaron, ai-je dit, tendant la main à mon frère. Il m'a plutôt attiré dans une étreinte. Merci d'être venu, Davis. Ça compte beaucoup. J'ai hoché la tête, dit bonne nuit à mes parents, et je suis monté dans ma Honda Civic d'occasion, un autre contraste frappant avec la nouvelle BMW d'Aaron. Au moment où j'ai fermé la portière de la voiture, mon sang-froid s'est effondré. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, luttant contre la morsure des larmes. Je n'étais pas jaloux du succès d'Aaron. J'étais blessé par le favoritisme flagrant et le mépris de mes propres rêves et de mon potentiel. Je suis resté assis là jusqu'à ce qu'ils soient tous partis, me reprenant. Puis j'ai conduit jusqu'à mon petit appartement à Somerville, une adresse beaucoup moins prestigieuse que celle de mon frère à Back Bay. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer le dîner dans ma tête, le mépris désinvolte de mes ambitions, le cadeau de 15 000 $ qui ne m'aurait jamais été offert. Vers 3 heures du matin, je me suis levé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si ma famille ne croyait pas en moi, je devais croire en moi-même. J'ai commencé à faire des recherches approfondies sur les marchés immobiliers, en examinant les saisies, en étudiant les options de financement pour les personnes sans soutien familial ou sans grosse économie. J'ai lu sur les approches créatives pour accéder à la propriété. Quelque chose a changé en moi cette nuit-là. Le besoin de l'approbation de mes parents a disparu, remplacé par la détermination. Je construirai quelque chose selon mes propres termes, sans leur aide ni leur bénédiction. Et je ne leur en parlerai pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen pour eux de diminuer ce que j'avais accompli. En y repensant, je devrais presque les remercier pour ce dîner. Leur mépris de mes objectifs est devenu le carburant qui m'a fait avancer. Cette nuit-là a été le début de ma véritable éducation. Pas dans une salle de classe, mais à l'école de la preuve que tout le monde avait tort. Le lundi suivant ce dîner fatidique, je suis allé travailler à la quincaillerie avec un nouveau sens du but. J'avais passé le week-end à faire des recherches sur l'immobilier et j'étais arrivé à une conclusion. Je devais entrer dans l'industrie pour l'apprendre correctement. Vendre des marteaux et de la peinture n'allait pas m'y mener. Après mon service, au lieu de rentrer chez moi, j'ai conduit jusqu'à une agence immobilière locale devant laquelle j'étais passé 1000 fois mais où je n'étais jamais entré. L'enseigne indiquait Boston Harbor Realty, une agence de taille moyenne avec une bonne réputation. J'ai redressé ma chemise, je suis entré sans rendez-vous et j'ai demandé à parler à la personne en charge des opportunités d'emploi. J'ai eu de la chance. La directrice du bureau, Linda, venait de perdre un assistant administratif et était submergée de paperasse. Mon manque d'expérience en immobilier était un souci, mais mon empressement et ma disponibilité l'ont convaincu de me donner une chance à la réception. Le salaire était en fait inférieur à ce que je gagnais à la quincaillerie, mais ce n'était pas le but. C'était un investissement dans mon avenir. J'ai donné ma démission au magasin le jour même. Mes premières semaines à Boston Harbor Realty ont été une leçon d'humilité. Je répondais au téléphone, classais des papiers et faisais du café. Mais j'absorbais aussi tout. J'écoutais les agents discuter des propriétés,
je regardais comment les transactions se concluaient ou échouaient, et j'étudiais le service d'annonces multiples dès que j'avais un moment de libre. Je restais tard tous les jours, me portant volontaire pour aider les agents à organiser des visites libres ou à préparer des supports marketing. La plupart m'ignoraient ou me voyaient comme une main-d'œuvre pratique et gratuite. Mais un agent était différent. Jackson Miller avait la cinquantaine, un vétéran du marché immobilier de Boston qui avait tout vu. Un soir, il m'a surpris en train d'étudier des annonces expirées après les heures de bureau. « Que cherches-tu là-dedans » a-t-il demandé, me surprenant. « Des schémas » ai-je admis. « J'essaie de voir s'il y a des facteurs communs dans les propriétés qui ne se vendent pas », il a haussé les sourcils, a tiré une chaise et a commencé à me montrer des choses que j'avais manquées. C'était le début d'un mentorat informel qui allait tout changer pour moi. Jackson est devenu mon Yoda de l'immobilier. Il avait bâti son entreprise à partir de rien. Après un changement de carrière dans la trentaine, contrairement aux autres agents qui couraient après les annonces de luxe, Jackson se spécialisait dans les propriétés modestes des quartiers en transition. Il avait l'œil pour le potentiel là où les autres ne voyaient que des problèmes. L'immobilier ne consiste pas à vendre des maisons de rêve à des gens riches, m'a-t-il dit une fois. Il s'agit de comprendre la valeur là où les autres n'en voient pas. Après 3 mois à la réception, j'ai demandé à Linda si je pouvais étudier pour obtenir ma licence d'agent immobilier. Elle a accepté tant que cela n'interférait pas avec mon travail. J'ai commencé à étudier le soir et le week-end, sacrifiant le peu de vie sociale que j'avais. Mes parents, pendant ce temps, avaient aidé Aaron à trouver une belle maison en grès brun à Beacon Hill. Il avait combiné leur cadeau avec ses économies substantielles et son revenu pour acheter un endroit que je n'aurais pas pu me permettre dans mes rêves les plus fous. J'ai été invité à la pendaison de crémaillère, mais j'ai trouvé une excuse pour ne pas y aller. Je ne pouvais pas supporter une autre série de comparaisons et de condescendance. 6 mois après avoir commencé à l'agence, j'ai réussi l'examen et je suis devenu agent immobilier agréé. Linda m'a permis de commencer à faire visiter des propriétés le week-end tout en gardant mon rôle administratif. Mes premiers mois en tant qu'agent ont été difficiles. Je n'avais pas de cercle d'influence, pas d'anciens clients, et j'étais en compétition avec des agents établis pour les affaires. Mais j'avais les conseils de Jackson et ma propre détermination. Je me suis spécialisé dans l'aide aux primo-accédants à budget limité pour trouver de la valeur dans les quartiers négligés. Je travaillais plus dur que n'importe qui d'autre, sortant avec les clients à toute heure, faisant des recherches approfondies sur les propriétés avant les visites, et étant brutalement honnête sur le potentiel et les problèmes. Lentement, j'ai commencé à faire des ventes. Chaque commission allait directement sur mon compte d'épargne. Je continuais à vivre dans mon petit appartement, à conduire ma vieille voiture et à manger des repas économiques. Chaque dollar était destiné à mon futur investissement immobilier. Jackson suivait mes progrès avec intérêt. Un jour, autour d'un café, il a fait une suggestion qui a tout accéléré. « Il y a une saisie à Dorchester que tu devrais regarder », a-t-il dit nonchalamment. Une maison bifamiliale qui a besoin de travaux, mais les chiffres pourraient avoir du sens. La propriété était un désastre esthétique. Peinture écaillée, cuisine démodée, jardin en friche, mais structurellement saine. Le prix demandé était de 180 000 $, bien en dessous de la valeur du marché, même en tenant compte de son état. Si elle était rénovée, elle pourrait valoir 300 000 $ ou plus, et les revenus locatifs d'une unité pourraient couvrir la plupart du prêt immobilier. Il n'y avait qu'un seul problème. J'avais économisé environ 20 000 $, loin d'être suffisant pour un acompte conventionnel plus les coûts de rénovation. « J'ai peut-être une solution », a dit Jackson quand je lui ai expliqué ma situation financière. « Je cherche à diversifier mes investissements. Et si je mettais 70% de l'argent nécessaire ? Tu mets 30% et ton travail sur la rénovation, et nous partageons la propriété à 60/40. Ce n'était pas idéal. Je voulais posséder 100% de ma première propriété, mais c'était un pied dans la porte. Nous nous sommes serrés la main et avons commencé à monter l'affaire. J'étais terrifié pendant tout le processus de clôture. Et si j'avais mal jugé les coûts de rénovation ? Et si nous ne pouvions pas trouver de locataires ? Et si le quartier déclinait au lieu de s'améliorer comme nous l'avions prédit ? Mais par un froid matin de janvier, presque exactement un an après ce dîner douloureux où mes parents avaient donné à Aaron son acompte, j'ai signé les derniers papiers et je suis devenu propriétaire. Jackson et moi avons trinqué avec du café dans des gobelets en papier alors que nous nous tenions dans notre acquisition vide et délabrée. « Bienvenue dans l'investissement immobilier », a-t-il dit. Maintenant, le vrai travail commence. Cette nuit-là,
j'ai failli appeler mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Mon doigt a plané au-dessus de mon téléphone pendant une minute entière avant que je ne le pose. Non, j'ai décidé que ce n'était que le début. Je me prouverai non pas avec des mots, mais avec des résultats qu'ils ne pourraient ni rejeter ni diminuer. Au lieu de cela, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai commencé à planifier la rénovation en détail. Le chemin pour leur prouver qu'ils avaient tort serait long. Mais pour la première fois, je pouvais le voir clairement devant moi. 1 an après l'achat de cette première propriété avec Jackson, je me tenais dans la cuisine entièrement rénovée et j'avais du mal à croire à la transformation. Ce qui avait été autrefois un désastre négligé était maintenant une charmante maison bifamiliale avec des systèmes mis à jour, des parquets en bois franc refaits et des cuisines et salles de bain modernes. Le processus de rénovation avait été brutal. Je travaillais à mon poste habituel à l'agence immobilière pendant la journée, puis je me rendais à la propriété tous les soirs et week-ends. J'ai appris à faire de la démolition de base, de la peinture et de la pose de carrelage pour économiser sur les coûts de main-d'œuvre. Je n'engageais des professionnels que pour les travaux spécialisés comme l'électricité et la plomberie. Il y a eu d'innombrables moments de doute. Le premier grand revers est survenu lorsque nous avons découvert un câblage à boutons et tubes dans toute la maison, ajoutant $8 000 à notre budget. Puis, une canalisation a éclaté pendant une vague de froid, inondant l'unité du bas. Chaque problème mettait ma détermination à l'épreuve, mais j'ai persévéré. Nous avons trouvé des locataires pour les 2 unités dans les 2 semaines suivant l'achèvement de la rénovation. Les revenus locatifs couvraient le prêt immobilier avec $500 de plus chaque mois, que nous partagions selon nos pourcentages de propriété. Ma part n'était pas énorme, mais elle représentait quelque chose de profond. Un revenu provenant d'un actif plutôt que d'échanger du temps contre de l'argent. Jackson a été impressionné par mon éthique de travail et la qualité de la rénovation. « Tu as l'œil pour ça », m'a-t-il dit. La plupart des débutants prennent des raccourcis ou suraméliorent. Tu as trouvé le juste milieu. Pendant ce temps, ma carrière immobilière prenait de l'ampleur. J'avais une liste de clients croissante et mes commissions augmentaient. Entre mon travail et ma part des revenus locatifs, j'économisais de l'argent plus vite que jamais. Quand mes parents appelaient pour prendre des nouvelles de temps en temps, je gardais les conversations brèves et vagues. Il mentionnait la promotion d'Aaron au poste d'associé principal et ses projets de rénover sa cuisine avec des appareils haut de gamme. Je le félicitais sincèrement, mais ne partageais rien de mes propres entreprises immobilières. 18 mois après notre premier achat, Jackson m'a approché avec une autre opportunité, un petit immeuble de 3 unités dans un quartier adjacent qui commençait à attirer de jeunes professionnels. Le propriétaire prenait sa retraite et déménageait en Floride, motivé pour vendre rapidement. Cette fois, j'avais assez économisé pour un acompte de 25% par moi-même. Mais Jackson a proposé un arrangement différent. Utilisons la valeur nette que nous avons constituée dans la première propriété, a-t-il suggéré. Nous pouvons faire un refinancement avec retrait de liquidité basé sur la valeur accrue, l'utiliser pour l'acompte, et garder notre capital pour les rénovations. C'était une stratégie dont j'avais lu l'existence mais que je n'avais pas envisagée si tôt. L'évaluation est arrivée à $320 000, presque le double de ce que nous avions payé. Nous avons refinancé, retiré $60 000 en liquidité, et l'avons utilisé comme acompte sur l'immeuble de 3 unités. D'un seul coup, mon portefeuille immobilier a doublé. La deuxième rénovation s'est déroulée plus facilement que la première, car j'avais maintenant des relations établies avec les entrepreneurs et les fournisseurs. Nous avons terminé en dessous du budget et en avance sur le calendrier, puis avons rempli les 3 unités avec des locataires qualifiés en 1 mois. Au fur et à mesure que mes connaissances en immobilier s'approfondissaient, j'ai commencé à voir des opportunités partout. J'ai rejoint des groupes d'investisseurs locaux, assisté à des ateliers et construit un réseau de contacts dans l'industrie. Mon nom a commencé à circuler parmi les propriétaires cherchant à vendre sans inscription publique. C'est ce qui a conduit à ma 3e acquisition, une maison unifamiliale dans un quartier en transition que j'ai acheté entièrement par moi-même. Elle nécessitait un minimum de travaux et était parfaite pour la location. J'ai utilisé un prêt immobilier conventionnel, en mettant 20% d'acompte de mes économies. À peu près à cette époque, j'ai créé une LLC pour détenir mes propriétés et fournir une certaine protection juridique. C'est devenu important alors que je commençais à voir l'immobilier non plus seulement comme une activité secondaire, mais comme une entreprise avec un potentiel de croissance. Ma 4e propriété est venue d'une information d'un entrepreneur qui connaissait un propriétaire âgé devant vendre rapidement pour des raisons de santé. J'ai négocié un prix juste qui convenait à nous deux,
obtenu un financement privé par l'intermédiaire d'un investisseur que j'avais rencontré lors d'un événement de réseautage, et clôturé en seulement 3 semaines. Pendant que mon portefeuille grandissait, ma famille restait complètement ignorante. Lors des réunions de famille, je recevais toujours les mêmes questions condescendantes sur mon travail dans l'immobilier, toujours avec l'implication que j'aidais simplement des gens plus riches et plus prospères à acheter des maisons plutôt que de construire ma propre richesse. Davis vend toujours des maisons, disait ma mère aux parents avec le même ton qu'elle pourrait utiliser pour dire « il retourne toujours des hamburgers ». Mon père ajoutait invariablement « c'est à la commission, donc c'est en dents de scie », soulignant l'instabilité perçue de mon choix de carrière par rapport au poste en entreprise d'Aaron. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce stade, mes revenus locatifs à eux seuls dépassaient le salaire de mon frère. Ma valeur nette, bien que largement illiquide, avait dépassé la leur et celle de mes parents combinés. Mais je gardais cette information secrète. Le secret devenait plus difficile à maintenir. J'ai quitté mon petit appartement pour un condo confortable que j'ai acheté comme résidence principale. J'ai remplacé ma vieille Honda par une nouvelle Toyota 4Runner. Jolie, mais pas assez tapa accent grave l'œil pour attirer l'attention. J'ai commencé à investir dans de meilleurs vêtements et à me faire plaisir occasionnellement dans de bons restaurants. Quand ma mère a commenté ma nouvelle montre lors d'une visite, j'ai simplement dit que les affaires allaient bien ces derniers temps. Elle a hoché la tête sans grand intérêt et a changé de sujet pour parler des options d'achat d'actions de l'entreprise d'Aaron. La partie la plus difficile de ma double vie était le fardeau émotionnel. Il y avait des moments d'intense fierté que je ne pouvais pas partager, comme lorsqu'une propriété était évaluée à 50 000 $ de plus que prévu, ou lorsque j'ai aidé une mère célibataire en difficulté à trouver un logement dans l'un de mes immeubles à un taux réduit. Il y avait aussi des moments de solitude. Le succès sans reconnaissance peut parfois sembler vide. Je suis sorti avec quelques personnes, mais j'ai trouvé difficile de laisser les gens s'approcher alors qu'une partie si importante de ma vie restait cachée à ma famille. Le tournant est arrivé avec ma 5e propriété, un immeuble d'appartements de 6 unités qui représentait un saut majeur en termes d'échelle et de complexité. Le prix d'achat était de 750 000 $, nécessitant un financement substantiel et une stratégie de rénovation soigneusement planifiée. Je me suis associé à 2 autres investisseurs que j'avais rencontrés par l'intermédiaire de Jackson, chacun apportant des forces différentes au projet. L'un avait de l'expérience en gestion de la construction, l'autre était spécialisé en finance. Ensemble, nous avons formé une nouvelle LLC spécifiquement pour ce projet. Cette propriété n'était pas juste une autre location. C'était une déclaration. Après rénovation, sa valeur dépasserait $1 million, et ma participation d'un tiers représentait l'aboutissement d'années de travail, d'apprentissage et d'épargne disciplinée. Le jour où nous avons clôturé sur l'immeuble, un de mes partenaires a pris une photo de nous 3 devant la propriété et l'a publiée sur LinkedIn avec une légende soulignant le projet. Il ne m'est pas venu à l'esprit que ce simple post sur les réseaux sociaux finirait par briser mon secret si soigneusement gardé. Pour l'instant, cependant, j'étais trop concentré sur le travail à venir pour m'inquiéter d'être découvert. La propriété nécessitait une rénovation complète, y compris un nouveau toit, des systèmes électriques mis à jour, et des rénovations complètes de la cuisine et de la salle de bain dans les 6 unités. Nous prévoyions 6 mois de travaux avant qu'elle ne soit prête pour les locataires. En parcourant le bâtiment vide avec mes partenaires, planifiant notre approche, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement teinté d'une tristesse inattendue. J'avais construit quelque chose de significatif, quelque chose qui prouvait que mes parents avaient tort sur moi à tous les égards, mais ils n'en avaient aucune idée. Une partie de moi voulait le leur montrer, les forcer à reconnaître mon succès. Mais une autre partie, peut-être la plus sage, savait que la validation externe n'était pas ce qui m'avait amené ici. Alors, j'ai gardé mon secret un peu plus longtemps, continuant à jouer le rôle du fils moins réussi tout en construisant tranquillement un empire qu'il ne pouvait pas imaginer. 3 ans après le début de mon aventure immobilière, avec 5 propriétés dans mon portefeuille et une réputation grandissante dans les cercles d'investissement de Boston, je me suis retrouvé à redouter le dîner annuel de Thanksgiving chez mes parents. Ces réunions de famille étaient devenues des exercices de retenue, me mordant la langue alors que mes réussites étaient ignorées tandis que celles d'Aaron étaient célébrées. Ce Thanksgiving particulier s'annonçait particulièrement difficile. Aaron venait d'être nommé le plus jeune associé de son cabinet, un accomplissement que mes parents diffusaient à quiconque voulait bien l'entendre depuis des semaines. Je suis arrivé intentionnellement en retard pour minimiser les discussions avant le dîner, apportant une bouteille de vin cher que personne n'a commenté. La maison était déjà pleine. Mes parents, Aaron et sa petite amie Mélissa, ma tante Judith et mon oncle Thomas, et ma grand-mère, Eleanor.
Le voilà, a crié mon père quand je suis entré. On parlait justement du nouveau partenariat d'Aaron. N'est-ce pas formidable? Félicitations, ai-je dit sincèrement à mon frère. Malgré le traitement comparatif de nos parents, je n'ai jamais en voulu à Aaron lui-même. Il travaillait dur et méritait son succès. Merci, mec, a répondu Aaron, semblant sincèrement heureux de me voir. La conversation est immédiatement revenue à l'accomplissement d'Aaron, mon père expliquant sa signification à mon oncle pour ce qui n'était clairement pas la première fois. Le plus jeune associé de l'histoire du cabinet, a-t-il souligné, rayonnant de fierté. Pendant le dîner, l'interrogatoire a commencé comme toujours. Alors, Davis, a demandé ma tante Judith, tu vends toujours des maisons? Je suis dans l'immobilier. Oui, ai-je répondu prudemment. Comment va le marché ces jours-ci, s'est enquis mon oncle. Sur le ton que les gens utilisent quand ils ne trouvent rien d'autre à demander. Il est solide dans certains segments, ai-je répondu. Les propriétés d'investissement se vendent rapidement. Davis a montré beaucoup de condos ces derniers temps, n'est-ce pas, mon fils, a interrompu mon père. Ce n'était pas vrai. Je n'avais pas fait visiter de propriété depuis des mois, me concentrant plutôt sur mon activité d'investissement, mais j'ai simplement hoché la tête. En parlant de propriété, a dit ma mère, se tournant vers Aaron. Raconte à tout le monde la rénovation de ta cuisine. Aaron s'est lancé dans une description détaillée de la rénovation de sa cuisine à 40 000 $, avec des comptoirs en marbre italien importés et des appareils électroménagers de qualité professionnelle. Mes parents posaient des questions qui lui permettaient de s'étendre sur chaque détail coûteux. Quand le dessert a été servi, mon père a levé son verre. Je voudrais porter un toast au partenariat d'Aaron. Ta mère et moi avons toujours su que tu étais destiné à de grandes choses. Tout le monde a trinqué. Personne ne semblait remarquer que mon sourire n'atteignait pas mes yeux. Et nous avons d'autres nouvelles, a ajouté ma mère avec enthousiasme. Nous avons décidé d'aider Aaron et Mélissa avec la compte pour une résidence secondaire à Cap Cod. J'ai failli m'étouffer avec ma tarte. Après le cadeau de 15 000 $ des années plus tôt, il l'aidait maintenant à acheter une deuxième maison tout en croyant que j'avais à peine de quoi joindre les deux bouts. C'est incroyablement généreux, ai-je réussi à dire. Eh bien, il travaille si dur, a répondu ma mère. Tout le monde a besoin d'un endroit pour décompresser. Après le dîner, alors que nous passions au salon pour le café, ma grand-mère m'a pris à part. Contrairement à mes parents, elle nous avait toujours traités, Aaron et moi, sur un pied d'égalité. Comment vas-tu vraiment, Davis, a-t-elle demandé doucement. Pendant un instant, j'ai été tenté de tout lui dire, les propriétés, les revenus, le succès que j'avais obtenu par moi-même. Mais le salon n'était pas l'endroit pour de telles révélations. Je vais bien, grand-mère. Mieux qu'il ne le pense. Elle m'a tapoté la main en connaissance de cause. J'ai toujours pensé que tu avais la tête aux affaires. Ton grand-père était pareil. Une ambition tranquille. Notre conversation a été interrompue par mon père qui appelait tout le monde à regarder des photos du nouveau bureau d'Aaron avec sa vue sur le port. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, ma mère m'a coincé dans la cuisine. Davis, ton père et moi parlions, a-t-elle commencé, sa voix prenant le ton inquiet que j'en étais venu à redouter. Nous savons que l'immobilier peut être imprévisible. Si jamais tu veux explorer d'autres options, Aaron a mentionné que son cabinet élargit son département des relations clients. Avec tes compétences relationnelles, tu pourrais bien t'y intégrer. L'ironie était presque trop forte à supporter. Il proposait de m'aider à obtenir un poste de débutant dans le cabinet de mon frère alors que je construisais un portefeuille immobilier valant des millions. J'apprécie l'idée, ai-je dit d'un ton neutre. Mais je suis engagé dans l'immobilier. Elle a soupiré. Eh bien, l'offre est là si tu changes d'avis. Nous nous inquiétons juste pour ton avenir. En rentrant chez moi ce soir-là, j'étais en proie à des émotions contradictoires. Une partie de moi voulait continuer à me prouver sans leur connaissance ou leur soutien. Une autre partie commençait à être fatiguée de la mascarade. Le mois suivant, j'ai finalisé l'achat de ma 5e propriété, l'immeuble de 6 appartements. La rénovation progressait bien, en avance sur le calendrier et dans le budget. Mes partenaires et moi discutions déjà de notre prochaine acquisition potentielle. Lors d'une visite de chantier, Marc, un de mes partenaires, a suggéré que nous documentions la transformation pour nos supports marketing. Nous avons pris des photos dans tout le bâtiment, et il m'a demandé si cela me dérangeait d'apparaître sur certaines d'entre elles pour donner une échelle aux espaces.
Nous devrions mettre en avant l'équipe derrière ce succès, a-t-il dit. Les gens investissent dans les gens, pas seulement dans les propriétés. J'ai accepté sans y penser. Les photos se sont avérées excellentes. Des clichés d'allure professionnelle de nous examinant des plans, discutant des détails avec les entrepreneurs, et nous tenant fièrement devant le bâtiment. Marc a utilisé ces images dans un communiqué de presse sur le projet qui a été repris par le Boston Business Journal. L'article n'était pas une nouvelle majeure, juste un petit article sur la revitalisation des propriétés urbaines, mais il incluait mon nom complet et un bref profil de chaque partenaire. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à 3 jours plus tard, quand j'ai failli croiser mes parents dans un restaurant. Je dînais avec des investisseurs potentiels quand je les ai aperçus de l'autre côté de la salle, heureusement avant qu'ils ne me voient. J'ai demandé à être déplacé à une table plus privée et j'ai réussi à partir sans rencontre. C'était une alerte qui m'a fait réaliser à quel point ma double vie était devenue compliquée. Boston n'était pas si grande et à mesure que mon entreprise grandissait, les chances que mon secret soit découvert augmentaient. Ce que je ne réalisais pas, c'est que la découverte était déjà inévitable. L'article, le post LinkedIn et ma visibilité croissante dans les cercles immobiliers avaient créé une trace numérique qui n'attendait qu'à être trouvée. La question n'était pas de savoir si ma famille découvrirait la vérité, mais quand et comment ils réagiraient en apprenant que le fils qu'ils avaient sous-estimé avait construit quelque chose de substantiel sans leur connaissance ou leur approbation. C'est arrivé un mardi après-midi d'avril, près de 5 ans après ce dîner douloureux où mes parents avaient donné 15 000 $ à Aaron pour son acompte. J'étais en réunion avec des entrepreneurs sur notre dernière propriété lorsque mon téléphone a commencé à vibrer de manière répétée dans ma poche. 3 appels manqués de ma mère en 5 minutes. Quand il a immédiatement recommencé à sonner, je me suis excusé et je suis sorti. « Maman, tout va bien ?» Davis. Sa voix semblait étrange. Un mélange de confusion et d'autres choses que je ne pouvais pas identifier. « Je dois te poser une question. » « Bien sûr. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je passais mentalement en revue les possibilités. Problème de santé. Urgence familiale. Je cherchais une recette en ligne et j'ai décidé de chercher sur Google ce chef que tu as mentionné la dernière fois que nous avons dîné, a-t-elle commencé, ce qui m'a immédiatement paru étrange car je ne me souvenais pas avoir mentionné de chef. Bref, ton nom est apparu dans les résultats de recherche. Quelque chose à propos d'une société de développement immobilier. Mon estomac s'est noué. Le moment que j'avais à la fois craint et secrètement anticipé était arrivé. « Es-tu impliqué dans une société appelée Beacon Property Partners ?» a-t-elle demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, c'est le cas. Je suis l'un des partenaires fondateurs. Il y eut une longue pause. L'article que j'ai trouvé dit que tu as réalisé plusieurs grands projets de rénovation à Boston. Il mentionne un portefeuille de propriétés. C'est exact, ai-je dit, ressentant un étrange sentiment de soulagement mêlé d'appréhension. Davis, que se passe-t-il? Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça? J'ai regardé ma montre. Ce n'était pas une conversation à avoir debout sur un trottoir avec un temps limité. Maman, je suis au milieu d'une réunion avec des entrepreneurs. Puis-je passer ce soir vers 19 h pour qu'on en parle correctement? Ton père et moi avons besoin de comprendre ce qui se passe, a-t-elle insisté. Aaron sera là aussi. Bien sûr, Aaron serait là. Je vous vois à 19 h, ai-je convenu. Puis j'ai mis fin à l'appel et j'ai essayé de me ressaisir avant de retourner à ma réunion. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard. Je n'arrêtais pas de répéter ce que j'allais dire, comment j'expliquerais non seulement le succès de mon entreprise, mais aussi ma décision de le leur cacher. Au moment où je me suis garé devant la maison de mes parents ce soir-là, je n'avais toujours pas de réponse parfaite. Ils m'attendaient dans le salon. Maman, papa et Aaron, disposés comme un jury. L'atmosphère était tendue, comme si j'avais été pris dans une terrible supercherie plutôt que d'avoir bâti une entreprise prospère. « Assieds-toi, mon fils » a dit mon père, désignant le fauteuil qui leur faisait face. Je suis resté debout. En fait, je pense que je vais rester debout pour ça. Ma mère tenait son iPad ouvert sur ce qui semblait être l'article du Boston Business Journal. « Nous avons lu des choses sur toi en ligne » a-t-elle dit. Il y a pas mal d'articles et de publications une fois que nous avons commencé à chercher. Félicitations pour ton succès, a offert Aaron, semblant sincère, bien que confus. Pourquoi ne nous dis-tu pas ce qui se passe vraiment, a suggéré mon père. Son ton n'était pas en colère, mais il y avait de la blessure sous la surface.
Alors, je leur ai tout raconté, en commençant par ce dîner il y a 5 ans, quand ils avaient donné de l'argent à Aaron pour un acompte tout en méprisant mon intérêt pour l'immobilier. J'ai expliqué comment ce moment avait cristallisé des années de sentiments de sous-estimation et m'avait poussé à me prouver. Je leur ai détaillé chaque acquisition de propriété, les partenariats que j'avais formés et la valeur actuelle de mon portefeuille. Pendant que je parlais, leurs expressions se sont transformées de la confusion à l'étonnement. « Tu possèdes 6 propriétés », m'a interrompu mon père, luttant clairement pour traiter cette information. C'est maintenant, les jeux corrigés. Nous avons finalisé l'achat d'une nouvelle le mois dernier. Mais comment as-tu géré le financement, a-t-il demandé. Les acomptes seuls devaient être substantiels. J'ai expliqué ma stratégie de réinvestissement des bénéfices, d'utilisation de la valeur nette des propriétés antérieures pour financer de nouvelles acquisitions et de formation de partenariats stratégiques. La première propriété a été la plus difficile, ai-je admis. Après cela, chacune est devenue une pierre angulaire pour la suivante. Ma mère avait été inhabituellement silencieuse. « Je ne comprends pas pourquoi tu nous as caché ça », a-t-elle finalement dit, sa voix faible. « Nous sommes ta famille. Nous aurions été fiers. » J'ai pris une profonde inspiration. L'auriez-vous été? Chaque fois que j'ai mentionné l'immobilier ou l'investissement auparavant, vous l'avez rejeté. Vous m'avez suggéré d'essayer de louer avant même de penser à acheter. Vous n'avez jamais pris mes ambitions au sérieux. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. Nous étions juste réalistes quant à tes perspectives à l'époque. Non, ai-je répliqué. Vous me compariez à Aaron et me trouviez insuffisant, comme vous l'aviez toujours fait. Vous ne croyez pas en moi, alors j'ai cessé d'avoir besoin que vous le fassiez. Aaron s'est agité, mal à l'aise. Je n'avais aucune idée que tu ressentais ça. Ce n'était pas à propos de toi, l'ai-je rassuré. Tu as mérité ton succès. J'avais juste besoin de trouver mon propre chemin, selon mes propres termes. Mes parents ont échangé des regards. Je pouvais les voir réévaluer leur compréhension de moi en temps réel. Eh bien, a dit finalement mon père. Clairement, nous avons sous-estimé ton sens des affaires. Mais ce n'est pas une raison pour nous tenir dans l'ignorance pendant des années. Nous aurions pu t'aider. C'est exactement pourquoi je ne vous l'ai pas dit, ai-je expliqué. J'avais besoin de le faire moi-même. De savoir que j'ai construit quelque chose sans vos relations, votre argent ou même votre approbation. Ma mère parcourait d'autres résultats de recherche sur son iPad. Il est dit ici, votre récent projet a augmenté la valeur des propriétés dans tout le quartier. Vous êtes cité discutant de l'investissement communautaire. Elle a levé les yeux vers moi avec un nouveau regard, me voyant peut-être pour la première fois comme un adulte réussi plutôt qu'une comparaison décevante avec mon frère. Davis, a commencé mon père, son ton plus doux maintenant. Nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi. Je sais que vous le croyez, ai-je répondu. Mais ce que vous pensiez être le mieux n'était pas ce dont j'avais besoin ou ce que je voulais. Nous avons parlé pendant près de 3 heures ce soir-là. Ils ont posé des questions détaillées sur mon entreprise, montrant enfin l'intérêt qu'ils auraient dû manifester des années auparavant. Aaron, à son honneur, semblait sincèrement impressionné et solidaire. Alors que la conversation touchait à sa fin, ma mère a fait une suggestion qui illustrait à quel point peu de choses avaient vraiment changé. Tu devrais parler à Aaron des stratégies d'investissement maintenant que tu as des actifs importants à gérer. J'ai souri poliment, mais je n'ai rien dit. Certaines habitudes étaient trop ancrées pour être brisées. En une soirée, les semaines qui ont suivi la révélation ont été surréalistes. Mes parents voulaient soudainement parler à tout le monde de leur fils, le promoteur immobilier. Ils me mentionnaient à leurs amis, voisins, même à des inconnus, avec la même fierté qu'ils avaient toujours montrée pour Aaron. Lors d'une réunion de famille le mois suivant, j'ai entendu mon père raconter aux proches l'empire immobilier de mon fils Davis, avec des embellissements dramatiques qui m'ont fait grincer des dents. Il revitalise des quartiers entiers, a-t-il proclamé à mon cousin perplexe, qui n'avait aucune idée que ma situation avait changé. Quand des parents qui m'avaient à peine reconnu auparavant se sont soudainement intéressés à mes stratégies d'investissement, j'ai gardé mes conseils vagues et génériques. Je me souvenais trop bien de la façon dont ils m'avaient traité auparavant. Le moment le plus inconfortable est survenu lorsque les amis de mes parents ont commencé à me demander si je pouvais aider leurs enfants à se lancer dans l'investissement immobilier. Davis pourrait les encadrer, a suggéré ma mère avec enthousiasme lors d'un dîner auquel j'avais assisté à contre-cœur. Leur montrer comment commencer comme il l'a fait.
Elle a commodément omis la partie où il n'avait offert aucun soutien ni encouragement pendant mes années les plus difficiles. J'ai décliné ses demandes poliment mais fermement. Mon succès n'était pas une franchise familiale à distribuer, et mon parcours n'était pas un modèle qui pouvait être facilement reproduit avec des relations parentales. La vérité était que, malgré la reconnaissance nouvelle, quelque chose de fondamental restait brisé dans ma relation avec mes parents. Ils étaient fiers de moi maintenant, mais c'était la réussite qu'ils appréciaient, pas la personne. Si mon entreprise échouait demain, je soupçonnais que leur estime pour moi chuterait aussi vite qu'elle était montée. Aaron et moi, cependant, avons commencé à développer une relation plus honnête. Lors d'un déjeuner un jour, il a avoué. J'ai toujours eu la meilleure part avec eux, et je le savais. J'aurais dû dire quelque chose. Ce n'était pas ta responsabilité, lui ai-je dit. Nous étions des enfants, puis de jeunes adultes essayant de trouver notre chemin, quand même, a-t-il insisté. Je suis désolé. Ces excuses signifiaient plus pour moi que toute la fierté tardive de mes parents. Les mois qui ont suivi la découverte de mon succès immobilier par ma famille ont été une période d'ajustement pour nous tous. J'ai dû établir de nouvelles limites tout en naviguant dans leur intérêt soudain pour une partie de ma vie qu'ils avaient auparavant méprisée. Après mûre réflexion, j'ai pris plusieurs décisions sur la façon de procéder. Premièrement, je maintiendrai mon indépendance vis-à-vis de leurs opinions ou de leur implication dans mon entreprise. Deuxièmement, je serai honnête mais pas dur sur notre passé. Et troisièmement, je me concentrerai sur la construction de relations plus saines à l'avenir sans ressasser les anciens ressentiments. Ce n'était pas facile. Mes parents, en particulier mon père, continuaient d'essayer de s'immiscer dans mes affaires. Ils suggéraient des propriétés à acheter, offraient des conseils non sollicités sur la gestion, et a même essayé de me mettre en contact avec ses amis comme investisseur potentiel. Papa, ai-je finalement dit lors d'une de ces conversations, j'apprécie ton intérêt, mais j'ai un système et une équipe qui fonctionnent pour moi. Je ne cherche pas de nouveaux partenaires ou conseillers pour le moment. Il a semblé blessé. J'essaie juste d'aider maintenant que nous savons ce que tu fais. Je comprends cela, ai-je répondu prudemment. Mais je fais cela avec succès depuis des années sans contribution extérieure. Cela n'a pas besoin de changer. Établir ces limites a provoqué des tensions, mais c'était nécessaire. J'avais bâti mon entreprise selon mes propres termes et maintenir cette indépendance était crucial pour mon succès continu. La conversation la plus significative a eu lieu 6 mois après la découverte. J'ai invité mes parents à prendre un café dans un lieu neutre, ni chez eux ni chez moi, pour discuter honnêtement de notre relation. Je veux aller de l'avant, ai-je commencé, mais j'ai besoin que vous compreniez à quel point il était dommageable d'être constamment comparé à Aaron et jugé insuffisant. Ma mère a commencé à protester. Mais j'ai levé la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je ne dis pas cela pour vous blesser, mais pour que nous puissions construire quelque chose de plus sain. J'ai expliqué comment leur mépris de mes intérêts et de mes capacités m'avait affecté. Comment j'avais intériorisé leur jugement pendant des années avant de finalement me libérer du besoin de leur approbation. Le fait est, ai-je conclu, que je suis fier de ce que j'ai construit, non seulement parce que c'est un succès, mais parce que je l'ai fait à ma manière, en suivant mes instincts et mes intérêts plutôt que la définition du succès de quelqu'un d'autre. Mon père est resté silencieux un long moment avant de parler. Je n'ai jamais réalisé que nous te faisions ça, a-t-il finalement dit. Nous pensions que nous te guidions vers un avenir sûr. Nous sommes tellement désolés, Davis, a ajouté ma mère, les larmes aux yeux. Nous aurions dû voir ton potentiel, ton intelligence différente. Leurs excuses n'étaient pas parfaites. Elles contenaient encore l'implication qu'ils n'avaient pas reconnu mes capacités différentes comme si elles étaient inférieures à la réussite scolaire. Mais elles étaient sincères. J'accepte vos excuses, ai-je dit. Mais à l'avenir, j'ai besoin que vous respectiez mes choix et mon indépendance. Ils ont accepté. Et bien que de vieilles habitudes refassent surface de temps en temps, notre relation s'est progressivement améliorée. Ils ont appris à poser des questions sur mon travail avec un intérêt sincère plutôt que par comparaison, et j'ai appris à partager des aspects de ma vie sans crainte de jugement. Pendant ce temps, mon entreprise a continué à prospérer. La rénovation de l'immeuble de 6 unités a été achevée et il était entièrement occupé par des locataires heureux. Mes partenaires et moi nous sommes étendus à un nouveau quartier de Boston qui montrait les premiers signes de revitalisation. J'ai aussi commencé à redonner. M'inspirant de ma propre expérience de construction de quelque chose sans soutien ni conseil, j'ai lancé un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés.
Nous avons fourni non seulement une éducation et un réseau, mais aussi un financement de démarrage pour des plans d'affaires prometteurs. L'un de mes premiers mentorés était Jamal, un jeune de 19 ans de Roxbury avec une idée novatrice pour un service d'entretien immobilier. Le voir décrocher son premier contrat m'a rappelé ma propre excitation et ma détermination du début. « Tu sais quelle est la plus grande chose que tu m'aies donnée ?» m'a-t-il dit un jour. Ce ne sont pas les relations ou même les fonds de démarrage. C'est quelqu'un qui croit que je peux le faire. Ces mots m'ont touché. C'est ce qui m'avait manqué. Pas l'argent ou les opportunités, mais des gens qui croyaient en ma vision. Aaron et moi avons développé un nouveau type de fraternité en tant qu'adultes. Sans les comparaisons constantes de nos parents qui créaient un fossé entre nous, nous avons découvert des intérêts et des perspectives communs. Il a finalement quitté son emploi à haute pression en entreprise pour lancer un cabinet de conseil avec une approche plus équilibrée de la vie, une décision que nos parents ont eu du mal à accepter, mais que j'ai pleinement soutenue. Tu m'as montré qu'il était possible de définir le succès selon ses propres termes, m'a-t-il dit lors d'un dîner un soir. Je t'ai regardé construire quelque chose de significatif pendant que je courais après des promotions qui ne m'ont jamais rendu heureux. Ma relation avec ma grand-mère Eleanor s'est également approfondie. Elle nous avait toujours traités, Aaron et moi, sur un pied d'égalité, et maintenant elle se délectait particulièrement de mon succès. Ton grand-père serait si fier, m'a-t-elle dit. C'était un homme d'affaires aussi, tu sais, un autodidacte comme toi. Elle a partagé des histoires sur lui que je n'avais jamais entendues auparavant. Comment il avait commencé avec une petite quincaillerie et s'était progressivement étendu à 3 emplacements. Comment il avait fait face au scepticisme et au revers mais avait persévéré. J'ai vu des échos de mon propre parcours dans le sien, créant un lien à travers les générations. Toutes les relations familiales ne se sont pas parfaitement guéries. Ma tante Judith et mon oncle Thomas, qui avaient été particulièrement méprisants envers moi tout en flattant Aaron, ne se sont jamais vraiment adaptés à mon nouveau statut. Leurs félicitations semblaient forcées, leurs questions sur mon entreprise superficielle. J'ai accepté cela avec sérénité, n'ayant plus besoin de leur approbation ou de leur intérêt. Quant à mon portefeuille, il a continué à croître de manière stratégique plutôt que rapide. En me concentrant sur des propriétés ayant un potentiel d'amélioration communautaire ainsi que de profit, j'ai bâti une entreprise avec un but au-delà de l'accumulation de richesses. Aujourd'hui, 7 ans après ce dîner décisif, je détiens des participations dans 12 propriétés à travers Boston avec une valeur de portefeuille totale dépassant les 15 millions de dollars. J'emploie une équipe de 20 personnes réparties dans les divisions de gestion immobilière, de rénovation et d'acquisition. Mon partenaire d'affaires, Jackson, qui a pris un risque avec moi quand personne d'autre ne le voulait, est toujours à mes côtés, bien que maintenant dans un rôle de consultant alors qu'il approche de la retraite. Les signes extérieurs de la réussite sont finalement venus. Une belle maison à Beacon Hill, non loin de celle d'Aaron, de belles voitures, la possibilité de voyager quand je le souhaite. Mais tout cela était secondaire par rapport à la satisfaction d'avoir construit quelque chose de significatif et de m'être prouvé que j'avais la vision et la détermination que ma famille ne pouvait pas voir. Le plus grand cadeau de ce parcours n'a pas été l'indépendance financière ou même l'accomplissement professionnel. C'était d'apprendre à trouver ma valeur en moi-même plutôt que de la chercher auprès des autres, en particulier ceux qui étaient incapables ou peu disposés à voir mon potentiel. Si vous regardez ceci et que vous vous sentez sous-estimé par votre famille ou vos amis, rappelez-vous que leur perception ne définit pas vos capacités. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les moins capables d'imaginer qui nous pourrions devenir parce qu'elles sont bloquées à voir qui nous avons été. Construisez quand même, travaillez quand même, réussissez quand même, non pas pour leur prouver qu'ils ont tort, bien que cette satisfaction viendra, mais pour vous prouver que vous aviez raison. Avez-vous déjà été sous-estimé par des membres de votre famille qui ont ensuite dû changer de ton? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres expériences de la vie réelle qui pourraient vous aider à naviguer sur votre propre chemin. Rappelez-vous, parfois la plus grande motivation vient de ceux qui ne croient pas en vous. Utilisez-la comme carburant pour votre voyage, pas comme une raison d'abandonner. Merci d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez, que les autres puissent voir votre potentiel ou non.